Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que ce soir, vous êtes encore prêts à écouter nos éminents pas politiciens. Politologues. Nous décrypter l'actualité de cette semaine. Pas le titre de politologue. Hein? Pas du tout. Bon. Et pour décrypter un petit peu l'actualité de la semaine, donc nous sommes en plein dedans, hein, le mouvement de la grève à la CTM, et nous avons la chance en plus d'avoir Michel Bronchi avec nous, qui nous en parlera tout à l'heure. Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous. Bonsoir Mano, bonsoir à tous. Daniel, responsable, vous n'aimez pas que je dise ça. Oui, d'accord, rédacteur en chef du oui. progressiste, hein, que voilà. Le lycée Chelcher en débat et sur numérisation des fonctionnaires. Sur rémunération. Rémunération. Nous avons sorti des documents pour bien montrer que les dossiers actuels sont des dossiers déjà depuis longtemps. D'accord. Sur les 40%, le dossier que nous avons sorti date du 8 mai 1996. Ah, d'accord. Ça fait donc 20 ans. Et sur le lycée Chelcher, ça date de 2009. Bien. Et les problèmes sont posés exactement comme dans les termes actuels. Très bien. Le progressiste que vous pouvez déjà trouver dans les kiosques, tout comme justice, puisque le rédacteur en chef de justice, Michel Bronchi, est avec nous aussi ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Et en une, le visage sordide du capitalisme financier moderne. Je pense que là, c'est Panama moins tombé, c'est ça? Exactement. Exactement. C'est en même temps, c'est un petit clin d'œil à une célèbre de justice de 1933, en juin 1933, quand André Aliquer a révélé ce qu'on appelait le scandale Aubéry. Ouais. Et il a appelé ça le Panama, déjà, le Panama du Laurenti, parce qu'effectivement, Aubéry avait fait fortune avec le canal. Le Panama, il avait été au Panama, et puis il était retourné en Martinique. Ah, je crois que c'est parce qu'en plus, il était coiffé de Panama en permanence. Eddie Marajo, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Le boss de Business News et d'Historial. Voilà, Historial, mais je pense qu'ils l'ont aussi en machine. Historial. Le nouveau bébé d'Eddie Marajo, ces journaux que vous pouvez donc trouver en kiosque. L'actualité cette semaine est très riche. On commencera avec le mouvement de la grève à la CTM. Un mouvement assez suivi de la région cadenassée, enfin des services de l'État, pas de l'État, des services de la CTM cadenassés, des engins devant. Comment tu as vécu ça, Michel? Syndicaliste? Bon, je ne sais pas si... Tu as une position difficile, là. Non, j'ai une position extrêmement claire. Oui. Je suis un élu de la Martinique chargé de l'intérêt général martiniquais. OK? D'accord. Et par ailleurs, je pense que... J'ai toujours pensé que, pour l'avoir vécu moi-même, que la fusion de la CTM ne se ferait pas sur un chemin de rose. Et que d'autant... Mais tous les leaders politiques disaient qu'il n'y avait pas eu de problème. Tous disaient ça. Quelque beau qu'ils soient, ils disaient ça, qu'il n'y avait pas eu de souci. En tout cas, pas moi, en tout cas. Pas moi, en tout cas, j'ai toujours pensé que... Par contre, j'ai toujours pensé que ça nécessiterait du temps et de la concertation. Or, en gros, ce qui se passe, c'est que sur un certain nombre de points, il est demandé à la collectivité de résoudre des problèmes qui sont récurrents depuis au moins 5 ou 6 ans, hein, sinon plus. Je pense à la vétusté des locaux, je pense aux conditions de travail dans le médico-social, dans l'ancien conseil général. Et donc, ce sont de vrais problèmes. Il y a effectivement des revendications qui sont des revendications justes, qui nécessitent une négociation et qui ne peuvent pas être résolues de manière en 48 heures. Donc, le problème, c'est que, assez paradoxalement, vous avez parlé de blocage, on a convoqué le président de la collectivité territoriale pour négocier,
Et il n'avait pas accès à ces locaux. On l'a convoqué. Oui, convoqué. Bien. Et c'est pour ça qu'il a sorti un communiqué en disant que la première des choses, pour pouvoir négocier, il faut d'abord libérer les accès. Donc, ce communiqué a été tronqué par une bonne partie de vos collègues de la presse. Bon, en tout cas, il dit la chose suivante, c'est qu'il est attaché, que sa porte est ouverte à la négociation. Et cet après-midi, je ne vais pas entrer plus longtemps, il s'est présenté avec les élus devant la collectivité et il a proposé séance de notes pour un premier contact qui devait être pris demain matin. Bien. Voilà. Mais Donc, le gros problème, ce n'est pas les contrats qui arrivent à terme et qui ne sont pas renouvelés. Effectivement, il y a un Parce que problème. les locaux désaffectés, tout ça, bon, je ne sais pas ça. Les horaires, et puis, non, mais il y a quand même la mise en place d'une nouvelle administration. Qui doit, parce que le fond du problème, c'est qu'il s'agit de mettre en place une administration qui soit opérationnelle. Et ça nécessite. D'ailleurs, un audit a été lancé par la CTM pour évaluer la question du personnel. Et c'est là qu'on peut demander qu'est-ce qui a été fait avant pour préparer ça. Bon. Or, on n'a strictement rien trouvé. Bien. Voilà. Donc, mais ceci dit, ce qu'il faut retenir, c'est que les périodes de crise sont parfois propices à aborder les problèmes de fond. Le problème de fond, c'est la mise en place d'une administration opérationnelle au service des Martiniquais. C'est ça le fond du problème. Et que et qu'il faut rassurer les gens. Il y a des inquiétudes, c'est normal, parce que tout changement provoque des inquiétudes. Et c'est là que je fais référence à mon expérience. J'ai vu 2 fusions d'administration. Les gens sont inquiets. Qui sera mon chef? Qui va me donner des ordres? Quel bureau vais-je occuper? Est-ce que l'emploi que je vais occuper sera le même que celui que j'ai l'habitude de faire? Est-ce que si on me donne à occuper un autre emploi, est-ce que j'aurai la formation qu'il faut pour le réaliser, etc., etc. Donc, et il y a aussi, il faut bien le dire, des gens qui spéculent aussi sur ces inquiétudes. Mais certaines informations que nous avons eues, nous avons des gens qui disent oui, ce sont des contrats qui arrivent à terme, certes, mais ce sont des gens qui font un véritable travail et lorsqu'ils partiront, alors, qui fera ce travail? là, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne suis pas dans la négociation. Okay. Je suis pas dans la négociation. Bon, en fait, mais ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il y a différents types de contrats, il y a différents types de non-titulaires. Il y a effectivement, comme vous le dites, des non-titulaires sur des emplois permanents, mais il y a aussi des non-titulaires qui ne sont pas sur des emplois permanents. Il y a aussi des titulaires sur des emplois. Et puis il y a des titulaires qui ont été recrutés. Ouais. Très bien. Et puis, il y a des, par complaisance. il y a des stagiaires à titulariser Voilà. aussi. Alors, en tout cas, il y a plus les chiffres qui ont été fournis. Il y a, entre le Conseil général et le Conseil régional, depuis le 1er janvier 2016, il y a plus de 250 non-titulaires qui ont été titularisés. Il faut le savoir. Bien. Ben, je pense que la semaine prochaine, si tu veux, nous aurons plus d'informations. D'accord. C'est le président François Hollande qui fait une émission de télévision une fois de plus. Vous pensez qu'il peut inverser la courbe? Il n'a pas réussi à inverser la courbe du chômage. Est-ce qu'il arrivera à inverser la courbe de son impopularité? C'est le premier président, je crois, après 4 ans de pouvoir, à descendre aussi bas. Chirac était descendu très bas aussi. Non, j'ai regardé les chiffres cet après-midi. Hollande, c'est vraiment Hollande, après Sarkozy, et Chirac un petit peu. Giscard au destin, et après Chirac, ouais. Donc, le pouvoir use. Le pouvoir use. Le pouvoir absolu use absolument. Mais est-ce que le fait qu'un président vienne débattre en télévision pour dire j'aurais dû ceci, cela peut inverser quelque chose? Parce que là, il y a quand même une grosse crispation de l'électorat. Même l'électorat qui a voté pour lui au départ. Non, mais c'est justement ça. C'est surtout vers son électorat. Son, entre guillemets. On n'est jamais propriétaire d'un électorat. C'est clair. Ça évolue très vite, et pas forcément dans le sens qu'on souhaite. Ouais. Mais tous les présidents en exercice perdent de leur popularité. Alors, plus ou moins. Est-ce que ça peut inverser quelque chose? J'en sais rien, mais
Moi, je trouve tout à fait normal qu'un président en exercice s'adresse au peuple par les moyens, par les médias, donc par la télévision. Ils l'ont tous fait. Ils le feront tous à nouveau. Alors, est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Est-ce qu'il fallait attendre la fin de l'année 2016? J'en sais rien. Il y en aura encore en 2017. Mais je veux dire, c'est un exercice habituel. Ouais. Alors, quant à savoir s'il est suffisamment convaincant ou pas, ça, c'est un autre problème. François Mitterrand a annoncé sa candidature, sa deuxième candidature, au mois de mars, à 2 ou 3 mois de l'élection. Donc, Mais oui, il a encore le temps de voir venir. Hollande a dit qu'il le ferait à la fin 2016. Ouais. Il annoncerait oui ou non sa candidature fin 2016. Bon, d'accord. Bien. Attendons. Bon, Votre avis, messieurs? tu imagines que je n'ai pas du tout la même lecture. Non, effectivement, la situation d'Hollande, quand même si c'est vrai que le pouvoir use, la situation d'Hollande est quand même exceptionnelle du point de vue de l'audience, y compris dans son propre électorat, y compris dans son propre parti. Au point qu'une majorité d'électeurs disant voter socialiste ne souhaite pas qu'il se représente. Bon, par conséquent, et cela, c'est le fond du problème. Le fond du problème, au-delà des sondages qui vont et qui viennent, c'est vrai. Bon, le fond du problème, c'est la déception de la gauche et la destruction de l'idéal de gauche auquel a procédé Hollande et qui ne profite pas à la gauche de la gauche. Ni à la droite d'ailleurs, j'ai l'impression. Et ça profite au Front National. Il y a deux. La chute de Hollande dans les sondages profite au Front National et à l'abstention. Parce qu'on sait déjà que le Front National au deuxième tour, Ouais. mais on ne sait pas contre qui. Est-ce que ce sera contre le socialiste ou contre la droite? Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Et la véritable raison, pour résumer les choses, c'est la conversion ou la révélation, je compris que c'est la révélation de l'orientation sociale, libérale sociale de Hollande. Tu peux enlever social, hein. Oui. Oui. Pas obligé de mettre social, hein. Bon. C'est pas Tu peux obligatoire. mettre libéral. Non, mais Le- comme c'est le Parti Socialiste, bon. C'est cela qui a déboussolé l'électorat de gauche. C'est quand on voit que l'orientation qui était prônée par Valls, qui avait recueilli 4% à la primaire socialiste seulement, c'est elle qui finalement s'impose dans la politique du gouvernement actuel, notamment à travers la loi El Khomri, Bien. la loi sur le Eddie? code du travail. Eddie? Moi, je... Lecture différente aussi. On aura 3 avis. Oh différents. non, pas si différente. Bon, je partage bien évidemment une partie du discours de Michel. Je pense que Daniel a raison sur le caractère récurrent de ce type d'émission, bien évidemment. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'idée que rien n'est joué. Et c'est ça qui est. Je pense qui est qu'il peut se intéressant. refaire là. Largement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est les gens vont devoir choisir entre des candidats crédibles. Un candidat aux élections présidentielles en France, on ne choisit pas une expérience ou une aventure, hein. La tradition française, c'est que on met les gens à la tête de l'État qui sont politiquement corrects, hein. On n'est pas en Équateur ou au Guatemala. Au Guatemala, on a mis un animateur de télévision. En Haïti, Ou en Haïti. un chanteur. Non, Vous avez quelque chose contre les chanteurs? non, on n'a rien contre les chanteurs, mais l'expérience montre qu'une fois qu'on met des chanteurs, on déchante. Ok? Parce que c'est quand même un boulot. Je veux dire, on ne va pas demander à un mécanicien de chanter, vous êtes d'accord? Donc demander à un chanteur d'être un homme politique, c'est-à-dire décider de l'avenir des gens, augmenter les impôts, etc. Il ne sait pas faire ça, donc c'est pas la peine de le mettre là. Ceci dit, l'exemple d'Haïti, peu importe celui qui était à la tête d'Haïti, c'était la déroute. Hein. Il y a eu des généraux, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ah oui. Ils n'ont Oui. pas fait mieux que le chanteur. Hein. Oui, non, mais bon, Haïti, c'est pas le puis- poste qui est important, c'est le contexte qui est, Oui, qui c'est- est terrible. et c'est- Mais bon, revenons à la France. Bon, on va demander donc aux gens en mai 2017, 17. donc dans moins d'un an, enfin dans un peu plus d'un an, pardon, Allez. de choisir un homme d'abord qui va Ou une incarner. femme. Éventuellement. Enfin, un homme ou une femme, il a raison, mais bon, là, En l'occurrence, il semblerait qu'il y ait peu de femmes qui soient
en capacité de l'emporter en dehors de Marine Le Pen. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, j'envisage pas trop l'idée que les Français puissent voter majoritairement pour Marine Le Pen. Donc c'est pour ça que je dis, à terme, en dehors de Marine Le Pen, il y a peu de chances que le pouvoir ne soit pas donné, entre guillemets, ou attribué à un homme qui soit en capacité de mener ce pays vers les rendez-vous futurs qui sont importants. Il faut quelqu'un de légitime et de crédible. Bon. Sauf changement extraordinaire de l'électorat français, ce sera forcément quelqu'un qui fait partie de l'establishment. Bon. Et les gens qui font partie de l'establishment et qui sont capables de recueillir au premier tour plus de 15% de suffrages, parce que c'est ça, aujourd'hui, il y en a 3. Il y a celui qui n'a plus que 15% de suffrages. Sarkozy. François Hollande. François Hollande. François Hollande. Ouais. Il y a celui qui potentiellement peut faire un peu plus, c'est Juppé, qui est aux alentours de 20. Et puis il y a celui qui n'est même pas, qui potentiellement peut faire plus de 15%, mais qui est dans une problématique qui est celle de gagner la primaire, qui est Nicolas Sarkozy. Voilà les 3. En dehors de ça... Gagner la primaire, il est à l'abri quand même des affaires de justice. Oui, mais à mon avis, alors quand vous avez quelqu'un comme Fillon qui débarque ici la semaine prochaine et qui dit, vu le carnet de condamnation ou de mise en examen de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il puisse participer à la primaire. Ah, carrément. Ah oui, il l'a dit très clairement. Bon, donc ça réduit d'autant le nombre de personnes qui sont capables de faire 15%. Parce que c'est ça l'idée. C'est pas que 70% des Français ne veulent pas que vous vous représentez qui est important. C'est ce que vous avez au minimum 15% des gens qui vous aiment. Si vous avez 15% des gens qui vous aiment, vous allez aller au deuxième tour. Et si vous vous retrouvez au deuxième tour face à Marine Le Pen, vous êtes élu automatiquement. Donc François Hollande ne fait pas un autre calcul que celui-là. Il dit, est-ce que je suis capable de réunir sur mon nom entre 15 et 18% de l'opinion française? Ce qui n'est pas beaucoup, hein. Mais ce qui est quand même grave, c'est qu'on puisse choisir un président de la République française. Par défaut. Qu'est-ce qui s'est passé pour Chirac? Oui. Chirac était battu largement dans le sondage face à Jospin. Oui. Jospin loupe le truc à cause des multiples candidatures de gauche. Il loupe à 100 000 voix la deuxième marche. En tout cas, la marche pour le deuxième tour. Et puis, tout le monde vote pour Chirac, mais personne ne voulait Chirac. Jospin a loupé le coche aussi sur ce qu'il a dit dans l'avion en allant à la réunion sur Chirac. Sur l'âge. Oui, mais bon, s'il y avait une seule candidature ou 2 candidatures maximum à gauche, Jospin serait qualifié pour le deuxième tour et il aurait été président de la République. Simplement, il y avait 8 candidats à gauche. Bon, il faut rappeler, juste un petit truc, il faut quand même rappeler que Mélenchon, en 2012, c'est ça, a fait plus de 3 millions. 11%. 3 millions. C'est important. Et 11%, oui. Donc il suffit de 5 millions de votes pour être au deuxième tour. Et au deuxième tour, le petit père Hollande a fait 18 millions de votes. Entre le premier et le deuxième tour, ça a été extraordinaire. Sarkozy a fait 16,8 millions. Il y a eu que 1,2 million d'écart entre les deux. Vous voyez que c'est super serré. À mon avis, ce calcul, c'est vrai qu'il faut faire des rappels du passé, mais les conditions économiques, sociales, politiques de chaque élection leur sont spécifiques. Le problème, c'est que Hollande pense qu'il peut mordre sur l'électorat de droite et placer une partie de la gauche dans l'obligation de voter pour lui par peur du Front National. Sauf que, il y a une profonde déception, non seulement dans l'électorat de Mélenchon, mais il y a une profonde fracture au sein même de l'électorat socialiste. C'est-à-dire qu'il y a une fracture idéologique et morale de la part de l'électorat de gauche qui risque peut-être pas de voter contre lui, et de ne pas aller voter. Alors ce calcul-là, il le fait également, mais Hollande, il faut vraiment qu'on se méfie de ce type. Hein. Parce que Hollande dit la chose suivante. Les socialistes ont dit, on fait une primaire. Hollande a dit, mais faites ce que vous voulez. Pour une raison simple, c'est que mécaniquement,
le Parti socialiste ne va jamais faire de primaire avant celle de la droite. Vous allez voir, si c'est Nicolas Sarkozy qui emporte les primaires de la droite, il n'y aura pas de primaire socialiste et François Hollande sera candidat. Parce que François Hollande sait pertinemment qu'entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, une majorité de Français vont voter pour François Hollande. C'est ça le calcul qu'il fait. Par contre, si il y a une victoire d'Alain Juppé, mécaniquement derrière, François Hollande ne va pas y aller parce qu'il sait qu'il va prendre une raclée et il y aura une primaire socialiste. Voilà. C'est ça le calcul. Bon. Et c'est extrêmement simple. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas, je choisirai à la fin de l'année, mais il choisira en fonction de celui qui va sortir des urnes. Et aujourd'hui, François Hollande fait tout pour que Nicolas Sarkozy gagne les primaires. Pensez-vous que DSK puisse se retourner dans l'arène là? Non. Sauf que, il y a un bouillonnement considérable à la gauche de la gauche, qui est symbolisé par notamment Nuit debout. Il y a, oui, mais il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer ces mouvements. Il y a véritablement, alors c'est pas facile, mais il y a la recherche d'une alternative, un peu comme en Espagne, le Podemos, etc. Il y a une recherche d'alternative et de dégager une candidature. On a parlé de Nicolas Hulot, d'autres, une candidature qui puisse rassembler toute cette partie de l'électorat qui a besoin de renouer avec des valeurs morales de gauche. Alors, oui. Je n'ai pas la même lecture que Michel, ça ne vous... On dit un petit match de tennis, tu sais. Oui, on se renvoie là-bas. Non, je pense que tout cela est bel et bon. Nous sommes en pleine... même pas prospective, en pleine élucubration. Il ne faut pas oublier qu'une élection, surtout présidentielle, ça entraîne une dynamique. Et maintenant, il me semble que tout cela est bel et bon, tout ce qu'on a dit, mais il me semble qu'il est un peu tôt pour savoir dans quel état d'esprit sera ce qu'on en appelle l'électorat, pour ne pas dire les électorats. Dans quel état d'esprit seront les électeurs dans un an? Il me semble que la dynamique de l'élection présidentielle, c'est de voter, tout à l'heure on a dit par défaut, de voter pour celui qui semblera le moins mauvais. Ouais. Donc, Nuit debout, tout ça, tous les mouvements qu'il y a, etc. Tout cela est très bien. À mon avis, tout cela va plus ou moins, j'allais dire, rentrer dans le rang. Façon de parler, n'est-ce pas? Mais ça va, les divergences d'appréciation, tout cela va se resserrer au fur et à mesure que l'élection va s'approcher. Il y a quand même un élément qui me semble important, et il faut qu'on réfléchisse à ça, c'est que le personnel politique national n'a jamais été aussi faible, à la fois en termes de carrure, de charisme, de proposition, d'empathie, de leadership. J'ai échangé pas mal ces temps-ci avec des hommes politiques là-dessus. On est au creux de ce qui se fait de manière emblématique en politique. Mais je pense que c'est lié à l'éloignement de ces périodes historiques difficiles. On est très loin de la guerre, on est très loin des révolutions, et tant qu'il n'y aura pas cette espèce de confrontation avec l'histoire, on n'aura pas de grands hommes politiques. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, et là Daniel a parfaitement raison, c'est le moins mauvais qui va être choisi. Qui va être choisi. Et ce qui est bien, c'est que finalement, globalement, les gens ne se trompent pas, quoi. Ouais. Ils ne se trompent pas. Les gens ne mettent pas à la tête du pays, à un moment donné, le pire. Parce qu'on a quand même, à mon avis, échappé au pire. Même si Michel n'est pas content de la politique, il a raison, globalement, de la politique de François Hollande. Si on avait donné à Michel un bis repetita à Nicolas Sarkozy, à mon avis, là, il aurait pété un plomb. Mais concernant... Parce que c'est ça aussi, il faut comparer. Par contre, les gens ne cherchent plus le sauveur suprême. Ah ben non.
Alors, dans tout ça, on disait que Hollande mettait Macron en avant pour embêter Valls, mais Ouais. il y a quand même quelque chose de bizarre. Macron était avec son épouse en Angleterre lors de cette soirée en télévision. Comment vous voyez ça? Moi, je trouve ça bizarre. Moi, c'est moi qui ai une mauvaise lecture. Pourquoi bizarre? Ben, il devrait être assis derrière François, papa Hollande. Il devrait être assis derrière papa Hollande, non? Il sait ce qu'il me doit, a dit François Hollande en parlant de Macron. Ouais, tout à fait. Non, à mon avis, c'est un subtil jeu Oui. de racolage oui, tout à de la droite. Du centre droit. Du centre droit. Oui, oui, tout à Macron apparaît. Macron, c'est un type qui a levé en une semaine 15 000 adhérents. Il sait que là, il y a 1 à 2 millions de personnes qui disent on peut faire un bout de chemin avec une droite très pâle. Pas du tout la droite extrémiste noire. Et puis on peut faire un bout de chemin avec un parti Attention au socialiste terme très que- rose. La droite noire. Ben, la droite noire, c'est l'extrême droite. Elle revendique le côté black, noir, bien dur sûr. et dur. Oui, il y a une droite qui, je dirais noire, qui est quelquefois brune, Oui, Oui, voilà. Oui, moi je préfère. brune, Je préfère. qui est pas loin du néofascisme. Ouais. Tu vois? Bien. C'est Et pas là- celle-là que chasse Macron. Non, lui il chasse la droite gentille. Bon, Raffarin, Voilà. qui dit d'ailleurs que Macron pourrait faire un très bon Premier ministre, Oui. un président de droite. Ça se joue, une élection présidentielle se joue à 1,2 million. Alors, il y a plusieurs analyses qui sont intéressantes et les gens qui nous écoutent vont probablement sourire. Il y a l'analyse de l'accumulation. Et il y a des gens qui disent, moi c'est pas compliqué, pour aller au deuxième tour, il faut 7-8 millions de voix. OK? Eh bien, et ça va faire plaisir à Michel, Hollande a satisfait 5 millions de Français qui ont pu partir ou qui vont partir à la retraite à 60 ans. Faut pas oublier ça. 5 millions. Ouais. Il a satisfait 5 millions d'homosexuels en France, ça fait 10 millions. Et tout ça. Eh oui, Oui, il y en a, il y en a. ça a fait 10 millions. On m'a pas ok. connu tout ça. M'a pas- Il a fait embaucher plus de 40 000 enseignants. Faut se rappeler. Il avait dit 60 000, il en a fait à 4 000. Et puis, 40 000. Et puis, il a créé des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires. Hein. Et tous ces gens-là, bon. Et il Alors- va embaucher 150 000 jeunes en formation qui vont, faire dégringoler le chômage catégorie A. Oui, mais est-ce qu'ils vont alors, voter? non mais quand on fait ça, qui en face Peut aligner les mêmes chiffres. Voilà, Ouais. personne. Donc, faites attention à ce type. Alors, ça j'aime bien, faites attention à ce type. Alors, c'est le titre de livre, et pour parler de livre, il y a un autre livre qui est sorti ou qui sortira, Ce que je ne pouvais pas dire. Vous avez entendu parler de ça? Ce cher monsieur Debré qui ne pouvait pas dire un certain nombre de choses. Et il y a comme des choses succulentes dans ce livre-là. Hein. Ouais. Ce qu'il raconte sur Sarkozy. Il parle plutôt de la droite. Hein. Ah oui, mais ses Vous amis parlez de de droite. Bernard Mais je me demande Debré ou si- de Jean-Louis Debré? Jean-Louis, président L'ancien président du... Voilà. Il fallait préciser. Mais je me demande si ce gars-là, c'est un gars de droite, parce qu'il désigne à tout va les gars de la C'est droite. un gaulliste. C'est un gaulliste. C'est un gaulliste. Lui, il est C'est plutôt des gaulliste. rares, Il est plutôt gaulliste de gauche. Hein. Oui. Ouais, j'ai l'impression, C'est un type qui, comme beaucoup de gaullistes, qui a la religion de l'État. Ouais. Et ce que n'ont pas les libéraux. Et il considère que l'État doit avoir un rôle dans l'économie, dans la société, et que quelqu'un, pour être président de la République, doit être un homme d'État. Et il reproche... Et vous pensez ça à Sarkozy. Il reproche à Oh là Sarkozy là. de ne pas être nommé. Ah Effectivement, ouais. c'est un combinant. Bon. Et qui fonctionne au sondage, excuse-moi. Et avant de mettre un pied devant l'autre, il essaie de sentir le vent. Non, quand on est un homme d'État, on a une route, Bien sûr. et Un cap. on essaie de convaincre le peuple. Et c'est Ouais. une manière de revenir un petit peu en arrière sur la discussion. Nous avons beaucoup discuté de calculs électoraux, etc. Mais on n'a pas parlé de projets pour la France et Mais singulièrement Michel, pour la mais c'est Martinique. ça le problème. Aujourd'hui, Non, les gens ne votent plus pour un projet, ils votent pour quelqu'un. Mais ouais, mais c'est C'est ça le malheureux, problème. ça. Ben, en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui font partie des gens de progrès, des progressistes, au sens étymologique du terme. Oui, hein, oui, on a compris. et non pas, Un petit coup de griffe sur le PPL. et non pas un affichage, hein, qui pensent qu'on peut
Et on doit, dans la situation actuelle dans le monde, en France, etc., appelle des transformations profondes. Macron dit la France devra changer de manière radicale. Ouais, Mais c'est pas du tout dans le sens. Non, lui, c'est la contre-réforme. C'est la contre-réforme. Alors, pour revenir à Deboué, il parle même de Chirac. Chirac qui s'interroge, qui l'interroge, si j'ai bien compris. Est-ce que vraiment Giscard d'Estaing a mis les Didi dans son lit, quoi? Enfin bon, moi, c'est le 6000 ans. C'est ce que je ne pouvais pas dire. Donc, je pense que je vais lâcher ce livre. Il me paraît avoir des choses intéressantes là-dessus. Et il parle notamment d'un moment crucial pour le Conseil constitutionnel. Oui. Qui est le code de campagne de Sarkozy, de Sarko et de Chirac. Et de Chirac. Parce que mais il n'a pas fait de pendant le dos à Chirac, quoi. Non, mais il en parle. Le président du Conseil constitutionnel à l'époque, c'est Roland Dumas. Roland Dumas voit arriver un candidat qui s'appelle Jacques Chirac, qui a gagné les élections, mais dont le code de campagne est totalement bidon. Totalement bidon. Et il dit, et Roland Dumas dit à ses conseillers, messieurs, la France d'abord. La France d'abord. Homme d'État. Il dit, attendez, attendez, vous vous rendez compte, si on rejette les comptes de campagne d'un candidat qui vient d'être élu, qui est-ce qui va être? Parce que qui est-ce qu'il y avait de l'autre côté? C'était Le Pen. Donc on refait l'élection. Ouais. Voilà. Et c'est ça le vrai pouvoir. Tout à fait. C'est une bonne analyse, ça. La France d'abord, c'est vrai. Non, mais... Parce que là, Deboué, il a zigouillé Sarkozy avec son histoire de compte de campagne. Jusqu'à maintenant. Mais c'est bien quand un homme d'État, puisque le président du Conseil constitutionnel est aussi un homme d'État, peut reprendre la liberté de parole. Oui, 9 ans après, là, il aura de quoi parler. Jusqu'où, on ne sait pas. Voilà, on parce sait que pas. je ne sais pas qu'on continue un petit truc sympathique, parce que j'ai parmi mes amis aux États-Unis une dame qui faisait partie de l'équipe de Hillary Clinton au moment de la campagne de 2008. Contre Obama, les primaires. Oui, les primaires. Obama gagne et elle bascule du côté d'Obama. Et Obama arrive, donc elle nous raconte ça. Obama arrive au bureau ovale, donc on lui livre les secrets. Donc on lui donne toute une liste d'informations et il est complètement effaré. Et une fois ce speech, ce briefing global terminé, on lui dit, Monsieur le Président, est-ce que vous avez le droit de demander 2 dossiers parmi ceux qu'on ne vous a pas présentés? Et il dit, je veux 2 dossiers. Donc, il a un type du Secret Service en face de lui. Il veut 2 dossiers. Un dossier sur Martin Luther King. Non, pas Bill. Un dossier sur Martin Luther King et un dossier sur John Fitzgerald Kennedy. Et le type du Secret Service le regarde et lui dit, vous y tenez vraiment? Et Obama le regarde, il prend 30 secondes et il dit, non, finalement, laissez tomber. Parce qu'en fait, dans la vérité et dans la réalité de ces dossiers, il y a probablement des choses il vaut mieux ne pas savoir. que Obama n'aurait pas pu tenir très longtemps et supporter très longtemps. D'accord. Voilà. Alors, puisqu'on parle de valeur, lorsqu'on dit que Benzema n'ira pas à l'Euro, comment vous trouvez cette décision? Parce que c'est une question de valeur, là aussi, me semble-t-il. Je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Ouais. Le gars est mis en examen dans une histoire sordide. Disons que les choses comme elles sont. Bon, s'il reste un tout petit peu encore de morale dans le sport, ça me paraît très bien. Alors, j'aime bien le style. Moi, personnellement, je suis arrivé à la conclusion que non. Il n'y a plus de morale du tout. Non. Mais là, il semblerait que ce soit une décision de Didier Deschamps. Hein. C'est pas tellement. Oui, mais il s'est expliqué. Il a donné une série de critères. Ouais. Mais c'est bien ce qu'il dit. En gros, c'est les valeurs morales. Et j'ai trouvé que Didier Deschamps, pour l'occasion, il a bien montré qu'il y avait des avantages au niveau technique, au niveau etc. Et puis il a dit aussi la cohésion de l'équipe. Oui, parce que là, il est important que il n'y a pas seulement le foot, c'est pas seulement d'avoir un type qui va marquer des buts. Si vous avez un type qui détruit la cohésion d'un groupe et que les gens n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il a un mauvais caractère, parce qu'il n'est pas bien, qu'il ne se conduit pas correctement. Le foot, le sport, c'est aussi la camaraderie
Et le respect des Parce que des autres. aussi- il y a l'acteur aussi du les- film fait partie des Bleus toujours. C'est Valbuena, c'est ça? Oui, enfin, Mathieu. la victime. Mais La bon, victime. à mon avis, lui, à mon avis, il ne va pas être retenu non plus. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Ouais. Mais il y a aussi, ils l'ont dit, il y a l'exemplarité. Je veux dire, tu as le droit de gagner des millions d'euros dans un club de foot privé. OK? Parce que tu fais plaisir à des supporters, etc. Ouais. Mais là, on passe à autre chose. Hein. On passe à l'exemplarité d'une nation, Une équipe nationale. d'une équipe nationale qui fait l'objet de l'amour des jeunes. Des jeunes qui se disent, moi, mon objectif, c'est de jouer en équipe nationale. C'est pas de jouer pour Ouais. le Real Madrid, parce que là, la concurrence est énorme. Real Madrid, Manchester sûr. City, Paris Saint-Germain. Non, C'est parti il y des a couleurs que- de la France. il y a des centaines de clubs. Par contre, il y a une équipe nationale. Nationale, ouais. Et ce n'est pas l'argent qui les fait venir en équipe nationale, on le sait. Alors, ils ont essayé de faire jouer l'argent en Afrique du Sud, vous vous rappelez, la révolte, parce que les primes, machin. C'est ça. Là aussi, c'est un scandale, quoi. Les types, ils gagnent des millions d'euros chaque année et ils viennent réclamer des primes parce qu'ils jouent en équipe nationale. C'était désastreux. Il faut virer tous ces mecs-là. Et là, c'est une excellente décision. Une excellente décision. Ouais, Sinon, tout le monde a ouvert. On fait n'importe qui ça, mais on joue en équipe nationale. Véritablement, avec le scandale, la FIFA, etc., Ouais. le foot, Monsieur le sport. Ah oui, non, enfin bon. De toute façon, le verre est dans le fruit, hein, quand même. Hein. C'est au niveau. Le dopage dans l'athlétisme, etc., etc., etc. Puis la corruption des membres de la FIFA. Ah oui. Comment s'appelle le joueur français qui joue au Bayern à Munich? Ribéry. Ribéry. Voilà. Lui, il a refusé de porter le maillot, lui. C'était pourquoi? Bon, non, il mettait fin à sa carrière parce qu'il n'avait pas été sélectionné pour le Brésil, parce qu'il avait des problèmes physiques. Et puis depuis, il a été vexé, il a dit... Il a été très vexé de ça. Bien. Franck Ribéry. Ah là là. Il y a un petit nouveau au Bayern, Oui. Coman, qui lui a été sélectionné, il va certainement faire partie de l'équipe. Il faut faire monter les jeunes. Vous êtes bien placé pour le dire. Alors, la DGSE qui écoute Thierry Solé, un député qui s'était présenté contre l'ancien Ministre de Ministre de l'Intérieur, l'Intérieur, Claude Guéant. Claude Guéant. Celui-là, il n'en manque pas une. Hein. Non, il n'y en aura pas une. Hein. Il collectionne les tweets quand même. Il a déjà 4 mises en examen. Non. Mais est-ce qu'on peut utiliser la police de l'État pour pouvoir faire ce genre de choses? Quand tu es ministre de l'Intérieur, tu fais ce que tu Mais veux. bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Bien sûr, il est Non, ministre de l'Intérieur. C'est la mise en évidence des mœurs d'une certaine république. Hein. Mais c'est- C'est ça qui éloigne les gens de la politique. Vous comprenez? En fait, c'est ça qui en attire beaucoup d'autres. hein. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais Ouais, pas ceux qui sont... Pas les vrais. Pas les vrais. Quand même, parce que néanmoins, la compétition dans un même parti politique, Oui, parce qu'ils sont issus du même ils parti. sont en plus. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est... En fait, Non, pour ceux qui se c'est moche, faisaient des c'est illusions moche. sur la camaraderie, la solidarité au sein d'un parti politique ou au sein d'une assemblée, je taquine Michel, il faut arrêter de se faire des illusions. Hein, parce que tôt ou tard, la primauté va être donnée à l'individu, à cette espèce de volonté d'obtenir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Mais bon, ça, c'est de la petite... Oui. Vous savez ce qu'on dit généralement. Gardez-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. Jean Charles, oui. N'est-ce pas? Et là, en l'occurrence, c'est Ils terrible. sont censés être amis, même entre guillemets, puisque étant du même parti. Est-ce Mais que... oui, mais c'est la recherche du pouvoir. Et c'est intéressant parce que on découvre là ce que ça fait de perdre le pouvoir. Oui. C'est terrible. Hein. Ne jamais l'exercer, à la limite, et jamais l'avoir. Je discutais avec Yann Monplaisir qui disait, dans une émission qu'on a enregistrée récemment, ou comprendre, alors pendant 35 ans, on est monté dans l'opposition, ou comprendre mon bagaille pour pied, moi. Ou comprendre mon bagaille pour pied, moi. Je lui dis, Yann, c'est révélateur en fait. Parce que avoir le pouvoir, et il faut que les gens qui nous écoutent le sachent, ça procure un Une maximum jouissance. d'avantages. OK? Par contre, le perdre,
La guerre, c'est une catastrophe. Ah oui. C'est une catastrophe. Toutes sortes de choses Et qui arrivent. on comprend que certains dictateurs africains, que certains, enfin je dis africains, mais il n'y a pas que des Africains, des Asiatiques ou Bien sûr. des types d'Asie centrale, dans le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, etc. Tous ces gens-là ne pensent qu'à une seule chose, c'est conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Parce qu'une fois qu'ils l'ont perdu, Terminé. c'est la mort. Il n'y a qu'à voir Robert Mugabe Au Zimbabwe. au Zimbabwe. Alors, nous allons parler d'une lettre, non pas celle d'Ibo Simon à sa mère en France, où il disait combien il souffrait quand il était à Paris. Mais là, c'est la lettre de Letchibi à Alfred Marie-Jeanne. La presse en a parlé. Est-ce qu'elle en a parlé dans de bons termes, Michel? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'on a tronqué le communiqué du président Marie-Jeanne. Alors, moi, j'ai écouté, avant de lire la lettre, hein, Oui. Comme je fais partie de la presse écrite, j'ai tendance à me méfier de l'audiovisuel. Ah, Je n'aime pas. Ils vont être contents, les mecs de la télé. Non, mais bon, mais très bien. Très bien. Je n'aime pas que quelqu'un lise une lettre à ma place et choisisse les extraits qu'ils veulent me donner. Alors, j'ai entendu, je fais faire preuve de charité chrétienne, je ne dirai pas sur quelle radio, un commentaire un matin, en prenant mon café, Serge Letchimy a démontré, chiffre à l'appui, que Marie-Jeanne a falsifié les comptes administratifs. Cette personne aurait pu dire, tu as avalé ton café de travers. cette personne aurait pu dire, Serge Letchimy a écrit dans une lettre dans laquelle il a présenté des arguments tentant à démontrer que, mais il a démontré, chiffre à l'appui, que, bon, autrement dit, l'intéressé a franchi l'obligation de réserve qui sied à un journaliste qui rend compte d'un document. Alors, j'ai lu le document. Bon, il n'y a rien de nouveau. C'est le même argument qui consiste à confondre la trésorerie à un moment donné, hein, comme dit la ministère à laquelle il se réfère, qui dit la trésorerie à un moment donné, les fameux 100 millions au 31 janvier 2016, c'est une photographie, sauf préjudice, que les recettes à réaliser et les dépenses à réaliser soient comptées. Or, je reprendrai la même image que j'ai déjà prise. C'est comme si vous aviez à votre compte 1 000 euros, hein, et que, à la fin du mois, et que vous avez émis 4 000 euros de chèque. Bon, donc, il n'y a rien de nouveau. Par contre, c'est le ton qui m'a frappé. C'est le ton d'une violence extrême et des accusations qui sont presque à la limite, qui sont presque diffamatoires. Faux, chiffres faux, écriture, maquillage comptable. Ça c'est grave. Il semblerait, je prends mes précautions, il semblerait que le président Marie-Jeanne parle d'aller aux assises, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas, je suis pas Non, il menace Serge Letchimy de l'envoyer aux assises. Voilà, c'est ça. C'est différent. Enfin oui, c'est différent. En tout cas, Ça, c'est violent aussi. Oui. En tout cas, cette lettre, à mon avis, je l'analyse comme la lettre de mauvais perdant. Ouais. Et est-ce On va changer de disque un jour. Est-ce que la chute vous a intéressé? Ouais. Je vous assure, Monsieur le Président, d'une considération qui ne concerne que votre fonction. Oui. C'est vraiment... C'est pas gentil, mais c'est exactement ça. Oui. Ah, c'est pas gentil, mais c'est exactement ça. Mais non, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous assure, Monsieur le Président, d'une considération. Ça, c'est la formule traditionnelle. Bien sûr. D'accord ? Qui ne concerne que votre fonction. C'est-à-dire, ça ne vous concerne pas vous en tant que personne, ça concerne votre fonction de président. Et je respecte la fonction de président, même si ce n'est pas celle que j'aurais souhaitée. Hein? Ouais. Donc, non. Non, c'est pas là que c'est le plus violent, hein, puisque Michel a parlé de violence. Ce qui est violent, c'est ainsi, au mépris le plus total des règles qui régissent la procédure budgétaire, vous vous êtes livré à un exercice machiavélique de manipulation des données comptables. Ouais, ça te fait plaisir, ça. Hein? Non, mais je trouve que c'est d'autant plus
Non, il y a un Non, élément. il y a des arguments. On peut les réfuter, mais il y a des arguments. Ouais. Il y a un élément qui me semble intéressant et qu'il faut prendre en compte, c'est que ce genre d'exercice, on appelle ça des échanges épistolaires, c'est ça? C'est bien dit. Ce genre d'exercice est assez fréquent moi je préfère les échanges, parce qu'il y a plusieurs courriers, il y a plusieurs lettres, il y a des choses, je préfère ça aux échanges de coups de poing. C'est sûr. La tradition martiniquaise, c'est la violence verbale et puis la violence physique, je vous le rappelle. Il vaut mieux que nos hommes politiques. Moi, je suis contre ce type de communication. Je vous le dis tout de suite, je trouve ça ridicule. OK ? Mais il vaut mieux qu'ils écrivent qu'ils ne se bastonnent. Comme on voit dans c'est certains parlements, en plus, Mais c'est l'exercice normal de la démocratie. Il y a un type qui a pris une raclée aux élections, qui se fait attaquer sur son bilan, ben, il répond, et puis il dit que celui qui l'attaque est de mauvaise foi. Et celui qui attaque n'a qu'à dire, et il le fait, que celui qui a perdu est un mauvais perdant et de mauvaise foi. Mais globalement, je pense qu'il ne faut pas trop passer de temps dessus, tout simplement parce que, et je l'ai dit la dernière fois, allons faire le bilan dans les 6 mois et puis on va voir ce que les gens qui ont. Alors, parce que la réalité, elle est là, elle est terrible. Et on devait aborder, j'espère qu'on va le faire, les trucs sur le BTP. La réalité, c'est que ça ne s'arrête pas, l'économie ne s'arrête pas. Tout à fait. Les choses doivent bouger, les demandes sont là. Et les politiques qui perdent leur temps à s'échanger des noms d'oiseaux, au bout d'un moment, heureusement, vont revenir à la table et vont s'occuper. Travailler. Alors, avant de parler du BTP, est-ce que tu peux nous parler du dessin politique? J'arrive pas à mettre un nom sur celui qui est en bas. Moi, je remarque, ce qui m'a aidé à le... Je reconnais la tête chauve. Non, la tête chauve, bon, c'est Yann Mon Plaisir, c'est évident. Par contre, le personnage qui est en bas, moi, j'arrive à le situer par rapport À son brassard. Son brassard, voilà. Le brassard, c'est la faucille et le marteau, donc ça ne peut être autre que... Moi, ce que j'aime bien, c'est que tous les deux, ils se renvoient régulièrement des petits trucs, et je pense qu'ils s'aiment bien quand même. Donc, cette semaine, c'est Michel qui est attaqué par le progressiste, mais je prends le pari. Mano, je prends le pari que la semaine prochaine, La réponse arrive, ouais. le missile... Ce sera, Non, alors, généralement... ce sera les orgues de Staline. Généralement, la réponse vient par un long article d'un dénommé Branche. Regarde, Non, pas long. qu'on pas un coup de ça, on part ici faire un coup de dessin. Bon, Alors, non, avant de parler du BTP, tu voulais dire quelque chose? non, je voulais simplement, pour revenir un petit peu, il y a quand même une chose qui est intéressante dans la lettre de Cyril Letchimy, c'est qu'il demande, pour trancher le litige, Voilà. qu'il demande que la saisine de la Chambre générale, mais ça s'appelle en français une porte ouverte. Pourquoi? Vous l'avez Parce que- déjà demandé. Mais non, mais il n'y a même pas besoin de le demander. Le déficit étant supérieur à 5% des recettes de fonctionnement, je vous rappelle que c'est 23,6 millions, donc de résultats nets de clôture, il est automatiquement, le préfet peut déférer. Pas doit. Non, Mais ne le fera pas. non. Il ne le fera pas. Alors, Voilà. l'article 1612-14 du Code général des collectivités territoriales. Heureusement qu'on a des gens comme ça sur ce plateau. Hein. Mais oui, mais bien sûr. Et il dit la chose suivante, c'est que lorsque, on dit dans la situation que je dis, c'est-à-dire un déficit supérieur à 5% des recettes de fonctionnement, la Chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, demande de rectifier et de... Bon, autrement dit, c'est pas peu. Mais je suis d'accord, il n'est pas sûr que le préfet le Pas fasse. doit. Ouais. Et pourquoi Alors- vous pensez qu'il Non, il ne le le fera pas pour non. des raisons. Pour calmer le jeu. Non, mais très objectivement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Non. Le problème, c'est que la dialectique de la communication politique exige qu'il faille un déficit. Tu arrives au pouvoir, tu ne trouves pas de déficit, tu es mal, quoi. Tu es quand même mal parce que pendant toute la campagne, tu as dit « Ouais, mais non, il faut trouver un déficit. » Donc, tu trouves un déficit. Bon, il n'est pas extraordinaire. On a vu que pour le Conseil général, ça représentait même pas 1% du budget. On est d'accord. Pour le Conseil régional, ça représentait un peu plus.
au global, ça dépasse les 5%. Mais très concrètement, et il faut le dire, et je pense que Michel sera d'accord, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ça veut dire que très vite, l'institution va pouvoir se mettre au travail, etc. Par contre, il y a eu des exemples difficiles. Quand il y a eu un moment difficile au Conseil général et que Claude Lise a dû prendre des mesures drastiques à l'époque, là, il y avait de quoi alerter tout le monde, mais Claude Lise a fait un travail de restriction budgétaire qui a permis de sauver le Conseil général à l'époque. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, très concrètement, c'est difficile, la situation est tendue, mais on n'est pas dans des trucs du style, par exemple, quand Victorin Lurel arrive après Lucette Michel-Chevry. Et quand Harry Chalut arrive après Lurel. Après Lurel. Là, c'est encore pire, ça. Hein. On est sur des niveaux de 150 millions d'euros. De plus de 100 millions d'euros. Là, on est sur 10 ou 15% du Ils total. ont eu des échanges assez durs cette Oui, semaine. je voulais en parler, justement. Oh là là, c'était assez chaud. Hein. Je mets un bémol quand même, parce que... Il ne peut pas être tout à fait d'accord avec moi. Oui, parce que tous les jours, on découvre des engagements nouveaux et des institutions dont le budget n'est pas voté, que tel ou tel organisme a des difficultés à payer ses salaires, etc. Donc, par conséquent, cet arrêt sur image au 31 décembre 2015, c'est un arrêt sur image 31 décembre 2015, en fonction des éléments connus à ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'il y a un audit qui a été commandé. Il faut en faire un autre au 30 avril 2016. D'accord. Notre arrêt sur image. Notre arrêt sur image. Alors, le secteur du BTP en difficulté, la baisse de la consommation de ciment, lorsque le BTP va, tout va, lorsqu'il ne va pas, rien ne va. C'est la phrase qu'on a l'habitude d'entendre. Lorsqu'il tousse, ça veut dire que tout le monde est grippé. Tout le monde est grippé, tout le monde est malade. Alors, votre avis, messieurs les experts, s'il vous plaît, sur ça. Bon, ciment. Alors, bon, la consommation de ciment est utilisée par l'IEDOM, par les organismes statistiques, comme étant un indicateur de l'évolution du BTP, bâtiment et travaux publics. Bon. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2008-2009, le BTP est en chute et qu'il a perdu facilement près de 4 000 emplois. Malgré tous les travaux du TCSP? Tout à fait. Ah bon. Et d'autre part, alors c'est là je viens à... L'arbre qui cache la forêt. Là où... C'est que, il y a quelques mois, le secrétaire général du BTP, du syndicat du BTP patronal, M. Christian Louis Joseph, avait utilisé exactement les mêmes termes que l'interview dont on parle là, dans Pressenti. Il avait dit, après le TCSP, s'il n'y a rien, ce sera l'effondrement. Bon, autrement dit, on n'a pas programmé de travaux, d'autres grands chantiers, pour différentes raisons. Mais surtout, tout le monde savait que le changement d'institution, la nécessaire mise en marche de la nouvelle collectivité territoriale, qui a des délais réglementaires et légaux, mise en place de commissions d'appel d'offres, etc., allait provoquer pendant un certain temps un ralentissement. Bon. Combien de temps à peu près ça a duré? Bon, vous savez, entre le moment où on conçoit un projet, le moment où on lance un appel d'offres et le moment où il peut circuler entre 6 mois et 1 an. On va faire le pont qui traverse la baie. Le pont qui traverse la baie, ça va être fait? Bon, pour le moment, ce qui est programmé, c'est la reconstruction du lycée Schellcher, 55 millions. Oui, 55 millions. D'accord. C'est ça. Eddie, ton avis sur ça? Alors, oui, mais bon. Et quels que soient ceux qui sont au pouvoir, il faut qu'ils comprennent une chose qui me semble fondamentale. Il ne faut jamais arrêter les investissements publics plus de 6 mois. Il faut, là, je n'ai pas de conseil à donner à Alfred Marie-Jeanne, mais Michel est à côté, et je pense que et Michel fait le boulot. On lui dit des choses et il les fait passer. Et je pense que c'est fondamental. Quand je dis on lui dit, c'est pas nous, mais les gens de la rue, etc. Non, mais on travaille. Et simplement, c'est la lisibilité qui manque.
C'est-à-dire qu'il faut que là, dans les semaines qui viennent, il y ait quelqu'un de la CTM qui dise Yann Monplaisir le fait dans le France Antilles qui a été publié jeudi. Il dit, bon, moi, je suis partisan de la relance, etc. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut dire, bon, messieurs, c'est pas très compliqué. Messieurs les investisseurs et messieurs les chefs d'entreprise, pour les 5 ans qui viennent, voilà sur quoi vous pouvez compter. Et ce discours-là, il est fondamental. Même si c'est fait de promesses qui ne seront pas forcément tenues, même si c'est fait de choses qui sont approximatives, c'est pas grave. On est dans la communication. Et les gens qui ont ce discours-là, eh ben, ils prennent des dispositions pour tenir, pour s'arranger, Mais s'il n'y a aucune communication, rien, en disant, attention, c'est difficile et il vaut mieux communiquer sur les choses sûres, c'est un risque. Je ne dis pas que ça ne marche pas, hein, mais c'est un risque. Parce que, et vous le savez pertinemment, les amis capitalistes de Michel, ces potes capitalistes réagissent d'abord à l'information. Et surtout à l'information. On a parlé des Panama Papers, vous avez vu ce que ça fait, l'info. C'est-à-dire, on publie les Panama Papers et boum, il y a un Premier ministre islandais qui démissionne. Ouais. Il y a un Premier ministre anglais qui dit « Ouais, mais vous comprenez, c'est ma mère, etc. » L'info, c'est fondamental. Et surtout dans une économie capitaliste. Quand vous êtes dans une économie soviétique, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le plan, c'est le plan. Vous pouvez parler, vous pouvez remonter, c'est ça. Mais là, nous sommes dans une économie capitaliste. N'en déplaise à Michel, il faut communiquer. Michel le sait. Bien sûr. Alors, on va je le lui rappelle de temps en temps. Alors je voudrais quand même, pour ne pas désespérer, il ne faut pas désespérer les téléspectateurs qui nous écoutent. Les maçons. Bon. Et surtout, n'empêche que depuis que la collectivité a été mise en place, pratiquement tous les 15 jours, la commission d'appel d'offres s'est réunie et a lancé toute une série, il suffit de lire France Antilles, de regarder les appels d'offres, hein, et aussi Justice d'ailleurs qui en publie, eh bien, toute une série de nouveaux projets sont lancés. Et deuxième information, c'est que dans même pas 15 jours, on va lancer le processus budgétaire par le débat d'orientation budgétaire. Et là, il y aura un débat où les élus de l'opposition comme de la majorité vont dessiner précisément ce dont parle. La loi, la décentralisation a fait cette obligation. C'est une des choses les plus, à mon avis, intéressantes. Ça a obligé les élus à lever la tête du guidon et de regarder au moins à l'horizon d'une année. Avoir de la perspective. Et de ne pas simplement, précisément, subir les pressions des lobbies. Oui. Ouais. Tel lobby demande telle chose, on donne ça. Tel lobby, non. On a une vision, hein, et on va dans le budget, et ça va s'intégrer dans la vision sur les 5 années. Et ce débat, je pense que c'est important que les Martiniquais le suivent, et ça va nous sortir précisément de ce que déplorait et dit à juste raison, c'est des débats un peu au ras des pâquerettes. Inutile. Daniel, ton avis sur ça pour terminer, puisque je crois qu'on m'a fait signe. Non, mais moi j'allais dire simplement que, je crois que c'est Michel qui l'a dit, c'est l'un des indicateurs, hein, que l'on prend pour savoir comment marchent les choses. C'est pas la première fois qu'il y a une baisse de la consommation de ciment. Hein? Je me rappelle, je ne sais plus, je n'ai pas l'année en tête, mais la situation était déjà très difficile et régulièrement, on se penchait justement sur la consommation de ciment, comme si on oubliait le reste. Alors, je me permets de faire un petit schéma. Hein. Alors, 2008, même avant 2008. 2015, la consommation de ciment, c'est ça. Oui, c'est descendu en ligne droite. En Martinique. Oui. Pourquoi? Parce que grosso modo, c'est l'application des politiques d'austérité des gouvernements qui passent à travers les collectivités, avec plus ou moins de bonheur, qui se traduit par là. C'est ça la réalité. Et précisément, si nous alourdissons trop en frais de fonctionnement, je reviens à notre débat du début, si nous alourdissons trop en frais de fonctionnement, le budget de nos collectivités, nous ne pouvons pas faire de l'investissement. Donc faisons attention pour qui nous votons, c'est ça?
Oui, Il faut faisons- changer ça depuis... Non, mais je ne parle même pas d'ici, je parle de la métropole. Oui. Puisque tu dis qu'on subit le contre-coup de la métropole. Tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut se mobiliser au moment des élections présidentielles. Non seulement ça nous touche, mais en plus c'est nous sommes qui choisissons. impactés en plus. Non, c'est nous qui choisissons le président. C'est nous les DOM. C'est pour ça que les types Oui. ils viennent régulièrement. C'est sûr. On l'a montré la semaine dernière. Et Dieu l'a démontré brillamment. C'est nous qui choisissons le président Comme de ils la faisaient au République. devoir. Exactement. Très bien. Exactement. Donc ils n'ont qu'à faire attention. Il ne faut pas dire que ça soit pas sans faute, c'est pas nous. Ouais, tout à fait. c'est nous. Ça, c'est un discours. Pour terminer sur le BTP, je veux dire qu'il ne faut pas voir seulement les grands travaux, style TCSP, reconstruction des structures, Voilà. etc., les constructions de logements. Logement. Ça, c'est important. On en a bien besoin. Messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Une fois de plus, vous nous avez éclairé sur bien des points. Donc, chers amis téléspectateurs de Zouk Télévision, à très bientôt. À la semaine prochaine. si Dieu veut. Bye bye.